Bonsoir à toutes et tous, il est 19h, donc je vous propose de débuter cette séance de conseil municipal. Donc nous sommes le 1er octobre, on peut encore considérer que ce conseil municipal est un conseil municipal de rentrée après les vacances scolaires. Donc avant de procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, je vais procéder à l'appel, comme de coutume. Donc Jacques Lucas, présent. Annie Parent, Christian Cossec est absent et me donne pouvoir. Martine Laurin, Philippe Collet, présent. Valérie Busson. Elle arrive. Elle va arriver. Thierry Pennec, Camille Péché, Michel Guezet, Nadine Calvez, Hervé Lenné, Angélique Ferreira, Anne-Laure Tanier-Ferrès, Quentin Tiercelin, Fabienne Moilic. Elle va arriver, mais elles sont un peu de retard. Germain Delalande, Nadia Marquet, Roland Carreau, François Saint-James, Bertrand Claveau, Maurice Lenné, Bernard Talamy, Blandine Coquelin est absente, excusée, elle a donné pouvoir à Martine Laurin. Jacques Toulon, donc, il n'est pas encore arrivé, il travaille ce soir, il nous rejoindra après la fin de son travail. Stéphanie Bidet, Odile Morel, Philippe Tissot, Ganel Huette, Caroline Marie, donc, est absente, excusée, donner pouvoir à procuration à Régine Joncher. C'est bien ça. Jean-Paul Ronchin, Régine Joncher, Christophe Jardin, Franck Bouffini et Jean Simonin, absent et excusé dans procuration à Guénaël-Huette. Voilà, donc nous avons le quorum et nous allons pouvoir commencer notre séance. Donc je vais désigner ce soir une secrétaire, il s'agit de Nadine Calvez, dans l'ordre du tableau. Donc le temps que Nadine prenne place, je vais comme de coutume adresser quelques messages aux agents et à leurs familles, notamment des messages de condoléances que nous adressons à Madame Élodie Chénion, bien connue de nous tous, agent d'entretien au service hygiène et propreté, pour le décès de sa maman, Madame Chantal Sauvager. Condoléances également à Madame Sandra Gérard, agent administratif à la mairie de Saint-Martin-des-Champs, pour le décès de sa maman, Madame Jocelyne Gérard. Et puis, pour terminer sur une note positive, donc nous avons elle qui est ici derrière nous, et qui est le nouveau DGS de la commune d'Avranches depuis le 1er septembre. Voilà, donc bienvenue à vous, monsieur le directeur général des services, et bon premier conseil municipal. Alors vous avez tous reçu l'ordre du jour et également le procès-verbal de la dernière séance de notre assemblée qui s'était tenue le 25 juin 2024. Donc je m'adresse à vous en vous demandant s'il y a des modifications que vous voulez voir effectuées dans ce procès-verbal, modifications, observations, avant que nous passions au vote. C'est bon pour vous tous? Pas besoin d'amender le document. Donc, y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce procès-verbal? Pas d'opposition, des abstentions peut-être. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, la première question est une question qui porte sur la délégation de signature pour le contrat de ville et la convention sur l'abattement de la taxe foncière des propriétés bâties, la fameuse TFPB, et tout ça dans le cadre de la politique de la ville. Donc c'est un dispositif que l'on reconduit maintenant depuis presque une décennie. Et pour évoquer ce point, je cède la parole à Thierry Pennec. Oui, merci. En 2014, la loi du 21 février de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, complétée par les décrets du 3 juillet et du 30 décembre de la même année, a institué le quartier Turfaudière-Mermoz comme répondant aux critères de la politique de la ville. Depuis cette date, ce territoire bénéficie d'un accompagnement et d'aide de l'État afin de soutenir son développement et l'amélioration du cadre de vie de ses habitants. Arrivé à son terme en 2023, le contrat de ville doit être renouvelé, le quartier ayant été reconduit dans la liste des quartiers prioritaires pour la période 2024-2030. De même,
la Convention sur l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, liée au contrat de ville, doit être rééditée. Donc le contrat de ville, bâti sur 3 piliers, cohésion sociale, cadre de vie, renouvellement urbain, développement économique et emploi, est conclu à l'échelle intercommunale pour 6 ans. Le contrat de ville constitue le cadre unique de l'intervention des pouvoirs publics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il constitue le plan d'action de cette politique reposant sur un partenariat en termes de pilotage et de financement entre l'État, les établissements de coopération intercommunale, les villes, les conseils régionaux, les bailleurs sociaux et les opérateurs publics, organismes d'emploi et de protection sociale, ainsi que des représentants de la société civile à travers les conseils citoyens. En 2023, la géographie prioritaire actualisée a été revue par le décret 2023-1314 du 28 décembre 2023. À ce titre, le quartier de la Turfaudière-Mermoz, situé au cœur de la commune nouvelle d'Avranches, a été maintenu dans le giron des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le cadre de l'engagement Quartier 2030. Le contrat établissant les axes de travail pour la période 2024-2030 est en cours de rédaction, appuyé par un cabinet spécialisé, et sera prochainement soumis à l'approbation des différentes instances signataires, dont le conseil municipal, vraisemblablement courant novembre. L'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, l'article 1388 bis du Code général des impôts prévoit que les logements locatifs sociaux des organismes HLM bénéficient d'un abattement de la TFPB de 30% s'ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s'engagent à réinjecter les sommes ainsi économisées pour renforcer leur intervention dans ces quartiers, au moyen notamment d'actions de gestion urbaine de proximité, contribuant à la tranquillité publique, à l'entretien et à la maintenance du patrimoine, à l'amélioration du cadre de vie et à la participation des locataires. Il concourt ainsi à l'amélioration globale du territoire concerné. Ces contreparties sont formalisées par la signature d'une convention entre les bailleurs, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département, convention dite d'utilisation de l'abattement de la TFPB, obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'abattement. Ainsi, une convention précisant les modalités d'utilisation de l'abattement est en cours d'établissement entre l'État, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, la commune nouvelle d'Avranches et Manche Habitat. Tout comme pour le contrat de ville, cette dernière sera soumise prochainement à l'approbation du conseil municipal. Aussi, une délégation de signature est à envisager. Afin de permettre la signature du contrat et de la convention, lorsqu'ils auront été approuvés par le conseil municipal et les instances décisionnelles des co-signataires, et compte tenu du fait que M. le maire soit également président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, il convient donc de désigner au sein du conseil municipal un élu pour signer ces deux documents en lieu et place du maire. Il est proposé de confier cette délégation à M. Jacques Lucas en tant que maire délégué et premier adjoint délégué à l'urbanisme. De plus, avant 2019 et la fusion des deux communes, une partie du quartier prioritaire était située sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. Donc, après avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal de désigner M. Jacques Lucas en qualité de signataire du contrat de ville et de la convention d'utilisation de la TFPB. Merci Thierry. Avez-vous des questions ou des remarques à formuler sur ce premier point, M. Vette? Pas de remarques sur la proposition de désignation de M. Lucas qui ne pose évidemment aucune difficulté. Par contre, lors de la commission des finances, j'ai attiré l'attention de la commission sur le point suivant. L'abattement de taxes foncières de taxes foncières dont va bénéficier Manche Habitat est évalué à environ 130 000 €. Donc je demande instamment, notamment à Jacques Lucas, de veiller à ce que dans la convention qui sera signée, je crois, au mois de novembre prochain, on se rapproche le plus possible des 130 000 €. Je n'ai évidemment rien contre Manche Habitat avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, mais là, Manche Habitat bénéficie d'un abattement significatif. Il faut que la participation de Manche Habitat à un certain nombre d'actions de la politique de la ville tangente les 130 000 € dont il va bénéficier en termes d'abattement de la taxe foncière. Voilà, donc compte sur
l'élu que l'on va désigner très certainement dans quelques secondes comme ayant délégation de signature et qu'il nous dise le moment venu où il en est de ces éventuelles négociations et quelle est la somme que rétrocédera, si c'est le bon terme, que rétrocédera Manche Habitat par rapport aux 130 000 euros d'abattement dont ils vont bénéficier. Oui, j'entends bien votre remarque. Effectivement, on est très très vigilant, comme on l'est depuis 2014, et comme à chaque fois qu'on a à déduire un montant de TFPB, à chaque fois on vous indique effectivement le montant qui bénéficie à Manche Habitat, le montant qui est réinjecté sur la ville, et à chaque fois la ville est gagnante. Pour exemple, pour 2023, la TFPB était de 105 000 euros, et Manche Habitat a réinjecté 272 359 euros pour toute une série de tâches et d'actions et d'investissements pour les quartiers. Donc on est largement gagnant, en tout cas les habitants. Oui, merci de cette précision, M. Pédec, mais on en a déjà parlé en commission des finances, et je crois qu'il faut qu'on soit plus précis que ça. D'après les comptes rapides que l'on a pu faire ensemble à la commission des finances, pour l'instant, la participation de Manche Habitat, en termes de dépenses de fonctionnement, est aux alentours de 60 000 euros. Donc on est assez loin des 130 000 euros. Et il ne me semble pas normal d'inclure dans la participation de Manche Habitat la rénovation des appartements, parce que ça c'est la tâche normale, c'est la tâche quotidienne de Manche Habitat. Donc il ne faudrait pas fausser les chiffres, et je ne vous dis pas ça dans un sens négatif, vous voyez ce que je veux dire, il ne faudrait pas que les chiffres soient faussés, plutôt qu'il ne faudrait pas fausser les chiffres, il ne faudrait pas que les chiffres soient faussés en tenant compte des investissements que fait Manche Habitat sur la rénovation des appartements. La taxe foncière est un impôt de fonctionnement. Il semble donc logique que les 130 000 euros d'abattement dont va bénéficier Manche Habitat soient compensés par des dépenses de fonctionnement qui seraient prises en charge par Manche Habitat dans le cadre de la politique de la ville. Soyez assurés, c'est le cas. Le Conseil citoyen pourra vous l'attester également. Monsieur Pénel, je vous fais totalement confiance. Le sujet n'est pas là. Moi, je ne demande pas que quiconque atteste au Conseil citoyen ou n'importe qui. Je vous dis simplement, il y a 130 000 euros d'abattement pour Manche Habitat. C'est une non-recette en fonctionnement. Il est donc normal que ce soit sur le fonctionnement pour financer une partie des emplois qui peuvent être créés ou financer d'autres choses. C'est sur le fonctionnement qu'il faut que l'on atteigne les 130 000 euros, à quelque chose près évidemment, les 130 000 euros de participation de Manche Habitat. Voilà, je ne mets pas du tout en doute qui que ce soit là-dedans. Hein. Oui, vous avez entièrement raison, hein, monsieur Wade, de nous mettre en demeure quelque part. Mais si je reprends les propos de Thierry sur l'année 2023, il y a les thématiques sont les suivantes: renforcement de la présence du personnel de proximité, hein, on arrive à un chiffre de 65 000. Alors il y a également 10 000 qui apparaissent sur la concertation, la sensibilisation des locataires, et en effet, il y a un bloc important de petits travaux d'amélioration de la qualité des services qui se chiffrent en TTC à 194 000. Mais comptablement, les petits travaux font partie du budget de fonctionnement. Voilà. Alors, quant à votre intervention sur la commission des finances, là encore, oui, vous avez cité un chiffre exact, mais c'était sur un prévisionnel. On est encore en discussion, et je crois que les discussions sont quasiment terminées d'ailleurs, et on arrivera aux 120 000, puisqu'il s'agit de 120 000, et comme l'a dit M. Pénec, on va bien veiller que cette somme soit supérieure même à 120 000. Voilà. Je voudrais, avant de laisser la parole à Mme Jonchère, rappeler que le partenariat dans le cadre du contrat de ville avec Manche Habitat va bien au-delà de cette exonération de TFPB. C'est un dispositif au sein de la politique de la ville
qui permet en effet de bénéficier ou de faire bénéficier au bailleur social de ce levier pour engager des actions. Mais ne tombons pas dans le piège d'une vision un peu étroite de ce que nous pouvons faire avec le bailleur social dans le quartier prioritaire. Il y a beaucoup d'autres actions qui sont engagées et qui doivent être vues comme un ensemble. On pourrait laisser la parole à Nadine Calvez, qui est membre du conseil d'administration de Manche Habitat, et qui pourrait expliquer tout ce que l'on a pu mettre en place avec Manche Habitat depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de la rénovation. Alors certes, on sort complètement du dispositif d'exonération, mais qu'on a pu mettre en place, notamment sur l'accessibilité, sur l'isolation, sur la résorption du taux de vacances qui était considérable il y a encore 10 ans. On avait plus de 100, 110, 120 logements vacants sur la commune. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, ce travail qui a été fait depuis 10 ans avec Manche Habitat est le fruit d'une politique globale. Mais je vous rejoins complètement. En effet, il faut être vigilant que pour l'argent que l'on laisse en recettes, donc des recettes que nous ne percevons plus, nous ayons l'équivalent en action de la part de bailleur social. Même si, encore une fois, il faut prendre les choses dans leur ensemble. D'ailleurs, dans les missions qui sont en cours de négociation, dans le cadre des différents piliers de la politique de la ville, il faut que nous revoyions les domaines dans lesquels Manche Habitat est attendu. Je viens d'évoquer la question de la vacance, qui était un vrai sujet il y a 10 ans, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on va solliciter Manche Habitat, et c'est déjà le cas, sur d'autres missions, notamment sur des actions au cœur du quartier, auprès de la jeunesse, auprès des usagers, autour d'incivilité par exemple, puisque on sait que celles-ci ont tendance à se multiplier. Madame Jonchère. Puisque nous parlons de Manche Habitat, j'ai été avant Madame Calvez, j'ai été aussi administratrice de Manche Habitat et nous avions effectivement extrêmement bien travaillé. Cependant, puisqu'on parle d'argent et de gros sous et de comment les utiliser, j'ai alerté déjà 2 fois et il n'y a toujours pas de solution à ce jour sur le fait que dans l'hiver 2022, à la Cité d'Automne, il y a eu des problèmes de chauffage et donc Manche Habitat a mis à disposition des résidents très âgés, a mis des radiateurs électriques, que ces radiateurs électriques ont servi effectivement pendant l'hiver et que les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes âgées, eh bien, se sont retrouvés avec des factures d'électricité considérables par rapport à leurs revenus. Je tiens à dire, comme tout le monde le sait, que les personnes qui vivent à la Cité d'Automne sont des personnes aux revenus très modestes. Plusieurs fois, il avait été entendu, alors est-ce que c'était verbal, est-ce que c'était écrit, que le différentiel entre la somme que payaient habituellement ces personnes-là et ce que ça avait effectivement coûté avec des radiateurs électriques serait pris en charge par Manche Habitat. Et apparemment, Manche Habitat a oublié ou à la mémoire courte, ça n'a pas été fait. Cependant, ce sont quand même des factures de plus de 1 000 € pour certains qui sont restées à la charge de, je le répète, de personnes qui n'ont pas des moyens suffisants et pour lesquels ça n'était pas de leur fait même le problème de panne à l'intérieur de cette cité qui recueille, je le répète encore, des gens qui font partie de nos concitoyens qui sont certainement les moins aidés sur le plan financier. Donc ce serait peut-être le moyen, nous en avons parlé avec Mme Calvez, avec Mme Laurin, je pense que ce serait une bonne occasion de rappeler leur devoir à Manche Habitat dans ce domaine-là. Nul doute que M. Desplanques l'aurait fait immédiatement. Et là, je suis très étonnée de voir que finalement, ce sont des choses qui courent. Il y a quand même des locataires qui meurent ou qui s'en vont. Et donc, il serait grand temps quand même de se préoccuper de ces personnes-là. Alors, avant de laisser la parole à Mme Calvez, tout d'abord, le problème que vous signalez, on le connaît très bien. Enfin, on connaît cette situation. Et je crois savoir que Manche Habitat avance sur ce sujet. En effet, sur ce surcoût qui a été supporté par les habitants,
Alors, de là à dire que les résidents meurent de froid, revenons sur Terre. Je vous rappelle que nous achevons un vaste chantier de rénovation de l'ensemble des logements, des espaces de vie, qui amène un confort renouvelé pour l'ensemble de ces personnes. Donc, je n'ai jamais mis en doute les problèmes, au contraire, de rénovation, qui est une très bonne chose et un très beau projet. C'est une question tout à fait financière de gens qui ont déboursé. Et Nadine Calvez va vous répondre. Oui, Madame Jonchère, vous m'aviez fait part de ce problème que j'ai fait remonter à Madame Guillard, qui est la nouvelle DGS, et depuis le 1er janvier, et qui, elle aussi, a quelques problèmes, puisqu'elle a eu beaucoup de mal à recruter un adjoint, et ça y est, maintenant, ça y est, depuis le 16 septembre, le nouvel adjoint est arrivé, donc je pense qu'ils doivent avoir quelques dossiers en retard. Mais de toute façon, je vais aller en conseil d'administration ce mois-ci et je ferai remonter à nouveau ce problème. Oui, Martine. Oui, je voudrais ajouter que le dossier n'est pas du tout oublié. Ça a mis un certain temps puisqu'il a fallu avoir les factures de toute l'année pour la comparer avec l'année d'avant. Ça n'a pu être fait qu'au mois de juin ou juillet. Tout est en possession de Manche Habitat et comme dit Nadine, il y avait des problèmes. Mais le Tassina Masla a encore relancé la machine la semaine dernière et c'est bon, ça va être vu. Maintenant, je ne me souviens pas que Manche Habitat se soit engagé à prendre l'intégralité du surplus. Là, je ne sais pas la décision qui sera prise. Donc à suivre. On aura l'occasion d'en reparler, notamment en conseil d'administration du CCS. Donc pour ce premier point de l'ordre du jour, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus, donc unanimité, je vous remercie. Le deuxième point, donc c'est un point commande publique avec l'attribution du marché de travaux pour la reconversion de l'ancienne usine à gaz et de ses abords, et c'est Philippe Collet qui prend la parole. Oui, merci David. La commune nouvelle d'Avranches souhaite effectuer des travaux dont l'objet est la création d'un espace public connectant le jardin des plantes, la salle des fêtes Victor Hugo, la ferme du Petit Changeon et l'ancienne usine à gaz en cours de dépollution. Afin de mener à bien ce projet, un marché de maîtrise d'œuvre a été lancé et attribué au groupement Zenobia, Inge Infra, Micro Humus, afin d'assurer la conception et le suivi des travaux. La contractualisation avec les entreprises de travaux est soumise à l'application des procédures adaptées, d'une procédure adaptée, passée dans le respect des dispositions des articles cités du Code de la commande publique. À ce titre, une consultation a été lancée avec une réception des plis fixés au 10 juillet 2024. Alors le projet a été décomposé en 3 lots. Le lot 1, espace vert, métallerie, mobilier. Le lot 2, maçonnerie paysagère. Le lot 3, terrassement verdé. 9 plis ont été déposés par les candidats dans le délai imparti, et plus précisément 2 plis pour le lot 1, 3 plis pour le lot 2, 4 plis pour le lot 3. Après analyse des candidatures, les offres ont été jugées selon les critères suivants: prix des prestations 40%, valeur technique 60%, ventilé comme suit: moyens humains et matériel affectés au chantier sur 15 points, méthodologie mise en œuvre au regard des spécificités du site, dispositions prises pour assurer la qualité des ouvrages et valorisation de la qualité des matériaux sur 10 points, délai d'exécution sur 25 points, performance en matière de protection de l'environnement sur 10 points. Le règlement de la consultation prévoyait la possibilité d'effectuer une phase de négociation avec les 3 candidats les mieux classés pour chacun des lots, suite à l'analyse de leurs offres initiales. À l'issue de ces négociations, des offres négociées ont été remises par les candidats et analysées. Il est donc proposé à vous, pouvoir adjudicateur, d'attribuer les marchés précisés ci-après. Pour le lot 1, l'entreprise du groupement Poisson Paysage, Oxalis, 2 Béplé, domiciliés respectivement à Saint-Malo dans le 35, Saint-Aignan de Craménil,
dans le 14 et Saint-Grégoire dans le 35 pour un montant de 197 549,18 hors taxe, soit 237 059,01 TTC. Le lot 2, entreprise Valois domiciliée à Valognes, pour un montant de 237 697,51 euros hors taxe, soit 285 237,27 euros TTC. Le lot 3, entreprise Petin TP, domicilié à Baguère-Piquant, dans le 35, pour un montant de 244 376 hors taxe, soit 293 251,20 euros TTC. Après avis favorable de la Commission des marchés publics, il vous est donc proposé à vous, Conseil municipal, d'approuver la décision de la Commission des marchés publics et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les marchés publics et tous les documents afférents. Voilà, David. Merci Philippe. Avez-vous des questions concernant ces marchés de travaux qui vont nous permettre d'engager les aménagements en avant de la salle Victor Hugo? Pas de questions, pas de remarques, mais je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette proposition? Pas de vote contre, des abstentions peut-être, pas davantage, donc unanimité. Je vous remercie. La question suivante, donc c'est une question ressources humaines qui revient à Valérie Busson, donc c'est sur la création et suppression d'un emploi temporaire pour la rentrée scolaire 2024-2025 au sein du service vie scolaire. Valérie, c'est à toi. Oui, merci David. Alors cette première question est en fait juste une redénomination et une réorganisation de la dénomination des postes concernant des ATSEM, des agents polyvalents et des agents de restauration collective qui, à la faveur de mutations internes et externes, ont permis de refaire le point et de constater que dans le tableau des effectifs, il n'y avait pas de correspondance exacte avec les emplois qui étaient pourvus. Donc, pas d'impact sur la masse salariale de ces suppressions et créations qui n'en sont pas réellement puisque les postes sont pourvus depuis la rentrée. Donc, on vous demande, vous, conseil municipal, de créer ce poste temporaire d'agent de restauration à temps complet à compter du 1er septembre 2024. En parallèle, de supprimer le poste temporaire d'agent spécialisé des écoles maternelles à temps complet à compter du 1er septembre 2024 également, et d'en modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Avez-vous besoin de précision concernant cette proposition? Tout est clair pour vous? Eh bien, passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, des abstentions non plus, donc unanimité. Valérie, le point suivant, toujours création de 4 emplois temporaires dans le cadre du CUI 7 heures au sein du service vie scolaire. Oui, alors le CUI, un domaine qui nous tient à cœur puisque ça concerne des personnes souvent très éloignées du travail et qui sont ainsi favorisées à y revenir. Nous avons actuellement 3 CUI pourvus depuis 2 ans. 2 à l'école PMF et 1 à Camille Claudel, qui étaient des postes qui étaient pour 6 mois, renouvelables 24 mois et qui vont s'achever en fin d'année. Donc nous souhaitons renouveler ces contrats CUI du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 et y ajouter un poste supplémentaire CUI à l'école Parisis. Peut-être d'ailleurs avant le 1er janvier, à savoir le 1er novembre 2024. Pour information et rappel, ces postes sont pris à 95%, quasi 95% par le département, ce qui chiffre pour nous environ à 300 € pour les 6 mois à la charge de la mairie pour ces postes. Donc en dehors effectivement de l'aspect social, l'aspect financier effectivement nous encourage également à poursuivre quand ces postes peuvent être pourvus. Merci Valérie. Oui, j'ai pas énoncé, je suis désolée.
la proposition au conseil municipal de créer ces 3 postes réservés aux bénéficiaires du RSA en contrat d'accompagnement dans l'emploi de 7 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2025 dans les conditions qui sont désignées dans le tableau que vous avez, et de créer un poste supplémentaire réservé également aux bénéficiaires du RSA en contrat d'accompagnement dans l'emploi de 7 heures hebdomadaires, et ceci par contre à compter du 1er novembre 2024 pour modifier ainsi le tableau des effectifs. Excusez-moi. Merci Valérie. Avez-vous besoin de précision? Monsieur Bouffini. Je vois que le résultat est intéressant puisque c'est satisfaisant. Mais je me pose la question de doubler la mise. De doubler la mise. En matière de temps de travail éventuellement ou en matière de personnes. Continuer dans la démarche mais aller plus loin. Alors le CUI, ce sont des contrats de 7 heures dans un premier temps, pour lesquels on ne peut pas augmenter le temps. Quant à l'augmentation du nombre de personnes, moi j'étais ravie, et je vous avoue mon incompétence en ce domaine, c'est que quand j'ai lu cette question et que je l'ai travaillée, je pensais même que ces 3 postes n'étaient pas pourvus, parce que j'ai souvenir qu'au début de notre mandat, avec Marion Taillé, nous ne trouvions plus de personnes qui acceptaient des CUI. Donc effectivement, il faut que ça rentre dans des demandes, parce que malgré tout, même si la somme est moindre, il faut que ça rentre quand même, nous, dans un projet de personnel. Et également, on sait qu'il y a cette donnée où c'est pas toujours évident. Pour tout vous avouer, si le dernier poste que l'on veut créer, on voudrait le créer à partir du 1er novembre, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un en vue qui est intéressé. Alors bien évidemment, ces postes que nous créons sont des postes qui sont utiles pour la collectivité, mais qui sont surtout utiles pour les personnes qui pourvoient les postes. On est clairement sur des démarches de réinsertion professionnelle. Donc c'est un processus qui est long, qui nécessite de travailler avec les personnes de manière quotidienne, avec un encadrement qui est formé pour les réacclimater au travail. Je pense qu'il faut avancer pas à pas, de manière à ce que la greffe prenne en quelque sorte, pour qu'ensuite d'autres types de missions plus conséquentes puissent leur être proposées. Mais on est bien d'accord, Monsieur Bouffini, on vous rejoint complètement. S'il y avait matière à amplifier cet outil et à travailler avec davantage de personnes, nous pourrions le faire. Avec la limite que j'ai indiquée, c'est celle de l'encadrement, ou de la capacité que nous avons à mettre des agents capables d'encadrer ce type de personnes. Sachant également que nous avons été confrontés, alors c'était en début de mandat, à une personne qui convenait bien en CUI et pour laquelle on avait une opportunité de proposer un poste, et cette personne a refusé de travailler plus que 7 heures, malheureusement. C'est, comme l'a dit Monsieur le maire, un retour à l'emploi progressif, et parfois il faut de très nombreuses années avant que ces personnes puissent accéder à des postes de plus grande ampleur. Mais on y travaille. Oui. Et on les défend. Y a-t-il d'autres interventions pour évoquer cette question numéro 4? Si c'est bon pour vous tous, je vous propose de passer aux voix. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, pas davantage, donc unanimité, je vous remercie. 5e point, donc toujours ressources humaines, renouvellement d'un emploi temporaire adulte relais au sein du centre social. Oui, c'est un dispositif particulier que ce dispositif adulte relais à temps plein, contrat d'accompagnement dans l'emploi, et M. Pennec complétera s'il le souhaite. En tout cas, ce dispositif adulte relais vise à développer la médiation sociale et culturelle dans les quartiers prioritaires, ainsi qu'à faciliter le parcours professionnel de ses bénéficiaires. Il s'agit d'un dispositif d'emploi aidé concernant des personnes âgées d'au moins 30 ans, sans emploi ou bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et résidant en zone urbaine sensible ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. Donc des actions sont proposées régulièrement durant le contrat en fonction des compétences dont l'acquisition est visée. Vous avez ensuite un détail de ce poste que je vous épargnerai. En tout cas, ces contrats sont fixés pour 3 ans, arrivent à leur terme, enfin celui qui est là arrive à son terme, et nous souhaitons le renouveler
à compter de 20 novembre 2024. Merci Valérie. Y a-t-il des questions, remarques? En termes de remarques, dire que c'est un peu intéressant pour faire vivre le conseil citoyen. Et c'est vrai que la personne, et ce poste-là permet vraiment de vivifier ce conseil. Et on ne peut que se satisfaire d'être accompagné pour que ce poste-là existe et puis permettre aux habitants de s'exprimer, de faire remonter les besoins sur les quartiers prioritaires. Et je crois pouvoir dire au nom de plusieurs personnes présentes dans l'Assemblée, c'est une personne qui remplit parfaitement ses fonctions, qui est très présente dans le quartier et qui régulièrement me contacte directement pour me faire part d'observations, de situations qui sont ensuite traitées par tout le centre social, qui sert de relais aussi avec le collège de la Chaussonnière qui voit des situations familiales qui nécessitent une attention particulière. C'est quelqu'un de précieux, effectivement. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Bouffini. Vous le voyez un avenir plus lointain qu'un CDD supplémentaire de 3 ans? Alors, le problème, c'est que c'est la nature même du contrat qui est conditionnée à ce cycle triannuel. Le statut d'adulte relais est malheureusement cadré et fonctionne sur ce rythme triennal. Mais comme vous avez pu le lire, là encore, je suis à côté de l'adjoint aux finances, mais c'est un poste pour lequel la charge à la ville est très moindre, de 23 546 € de coût du poste, on a un reste à charge de 991 € pour nous. C'est du pain béni. Bien, y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions avant qu'on passe au vote? C'est bon pour vous. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Pas davantage, donc unanimité. Je vous remercie. On va passer au chapitre urbanisme et travaux avec le point numéro 6 qui va être présenté par Jacques Lucas qui porte sur un projet de construction d'une résidence senior rampe de Biche. Merci. Et dans un contexte de difficultés de logement, de vieillissement de la population et de densification urbaine en lien avec le PLUI, la ville a décidé d'orienter le choix vers l'accueil de personnes seniors autonomes souhaitant profiter des services et commerces du centre-ville. Donc le groupe Marignan se dit intéressé par le terrain cadastré AT 261 appartements dans la commune, 6 rampe de Biche, une surface de 2023 m². Il prévoit d'y construire une résidence pour seniors pouvant accueillir 76 logements, 37 T1, 37 T1 bis et 2 T2, ce qui représenterait environ 2330 m² de chab avec en sus un salon commun et un hall pour une conciergerie. L'ensemble serait donc un rez-de-chaussée, un R1 plus 1, un R2 plus 2 plus comble. L'avis des domaines a fixé à 249 300 la valeur du terrain en raisonnant sur une surface de plancher constructible. Le prix retenu au terme de la négociation d'entreprise avec le groupe Marignan s'élève à 224 370 €. Donc, après l'avis favorable de la commission urbanisme et travaux, il vous est proposé donc de céder cette parcelle de 161 d'une surface de 2023 m² au groupe Marignan au prix de net vendeur de 224 370 €. Les frais de notaire et les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur. De préciser que la viabilisation du terrain, assainissement, eau pluviale, électricité, eau potable sera à la charge de l'acquéreur. De préciser que la vente s'inscrit dans un programme privé voué à accueillir une résidence pour seniors, d'autoriser le groupe Marignan à déposer une demande de permis de construire conformément au programme évoqué ci-dessus, et de charger l'office notarial SCP Sébastien Bex, Nicolas Weyou et Alban Vigneron de la rédaction de l'acte de vente et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Qui souhaite intervenir concernant ce point? Monsieur Huette. Oui, j'ai deux questions. La première, très factuelle, c'est la situation exacte de cette parcelle, rampe de Biche, parce que je ne vois pas bien où elle se trouve. Et voilà le plan.
Qui est sous le carreau. Vous voyez? Entre le carreau et les impôts. L'état civil, oui, c'est ça. Entre le carreau et les impôts. D'accord. D'accord. Et la deuxième question qui est plus de fond, est-ce que vous avez eu des conversations avec le groupe Marignan et quelles seront les conditions financières pour que les personnes âgées puissent intégrer cette résidence senior? Parce que le projet en lui-même est tout à fait intéressant, mais les résidences seniors coûtent cher à ceux qui les occupent. Or, la population avranchinaise et la population âgée avranchinaise, Madame Joncher le rappelait tout à l'heure sur un autre sujet, sur un autre problème, la population âgée avranchinaise ne dispose pas de moyens considérables. Donc, est-ce que vous avez des indications à nous donner sur le montant des loyers qui seront proposés par le groupe Marignan? Alors, pour vous répondre, donc, tout d'abord, le groupe Marignan ne tombe pas du ciel comme ça, du jour au lendemain. Ça fait plusieurs années qu'il prospecte sur Avranches et dans les environs d'Avranches pour trouver du foncier adapté à leur projet. Et cette parcelle, en effet, qui appartient à la commune et pour laquelle il n'y a pas d'autres projets, même s'il y a eu d'autres propositions de construction lambda, de maisons individuelles et ainsi de suite, nous a semblé la plus pertinente pour deux raisons. D'une part, parce qu'il s'agit vraiment de répondre aux orientations du PLUI, à savoir densifier le tissu urbain, sachant qu'aujourd'hui, on ne peut plus consommer de foncier périphérique, dans le cadre notamment du fameux ZAD, zéro artificialisation nette. Donc on est vraiment dans cette logique de densification. La parcelle est bien située parce qu'elle est à proximité du futur pôle de santé, du centre-ville où il y a de nombreux commerces et d'une multitude de services qui permettent à des seniors retraités, autonomes, de résider de manière confortable. Donc je serais tenté de dire que la conjonction du projet Marignan qui prospecte depuis plusieurs années et puis de la disponibilité de cette parcelle coïncide vraiment avec une vraie opportunité. Concernant les tarifs, il est évident que le groupe Marignan, alors je ne vais pas pouvoir vous les donner ce soir, mais on en a parlé un tout petit peu, il est évident que le groupe Marignan, pour pouvoir absorber un investissement comme celui-ci, qui n'est pas neutre, va étudier ou a étudié des tarifs qui sont en phase avec la capacité financière des personnes qui seront résidentes. Alors ce sera sans doute pas aussi avantageux, entre guillemets, qu'à la Cité d'Automne, mais les tarifs seront adaptés aux populations intéressées par un projet résidentiel comme celui-ci. Mais à ce stade, puisqu'on en est au projet de cession de la parcelle, qui sera conditionné à l'obtention du permis de construire, ne permet pas de vous préciser quels seront les tarifs proposés, mais il est évident que le groupe Marignan aura tout intérêt à s'adapter à la réalité économique de notre région. Réalité économique qu'il connaît, sinon il ne serait pas venu chez nous. Et pour préciser, c'est une résidence, je dirais que les seules commodités ou le seul surcoût qu'il y a, c'est la conciergerie. Il n'y a pas le reste, enfin c'est pas une structure qui accueille avec restauration et puis et aide. Les gens sont des gens qui sont autonomes, donc ils sont chez eux. Et puis la seule particularité, c'est effectivement la mise en place d'une salle de convivialité, mais qui est disponible pour tout le monde pour se rencontrer ou pour avoir des activités comme les gens le souhaitent. Et donc cette conciergerie qui est quelque chose de relativement important, puisque ça permet d'une part de filtrer bien évidemment les visiteurs, et d'autre part ça permet de savoir assez rapidement si les résidents sont tous en bonne santé, ou du moins le fait de les voir régulièrement, parce que le courrier, enfin la particularité c'est que les courriers ne sont pas distribués dans les appartements, mais restent à la conciergerie, de façon à ce qu'il y ait un échange entre la concierge pour voir comment se passe la vie des habitants. Alors, le mode il y a les deux possibilités. Ce sont des appartements qui sont soit à vendre, soit en investissement et à louer après par rapport à ce que souhaite Marignan, quoi. Mais on n'a pas encore, on est juste sur le début, d'autant plus que les discussions, on les a bien évidemment envoyées dans un premier temps avant d'avoir quelconque projet vers l'architecte des bâtiments de France, parce qu'il y a une obligation aussi, là où c'est placé, d'avoir une intégration qui soit
qui correspondent au quartier, notamment par rapport à l'abbaye. Donc ça a été travaillé. Enfin, on a une première photo, enfin, qui n'a rien de définitive. Hein. C'est en gros le type de projet qui verrait le jour. Moi, je vais prendre la parole. C'est bon, il y a Madame Joncher qui voulait, non, sur Ranchin qui voulait intervenir, et ensuite Angélique Ferrer. Non, le point que je tenais à préciser, c'est que Marignan n'a pas pour vocation de faire de la location. Marignan a pour vocation de faire de la promotion immobilière, de vendre des appartements à des investisseurs privés et ou publics éventuellement. Et après, ce sont ces investisseurs-là qui vont procéder ou non à la location des biens. Donc on est typiquement dans la création d'une copropriété, j'allais dire, et qui sera gérée après par un syndic de copropriété pour la gestion de l'immeuble. Mais Marignan ne fera jamais de location en direct. Oui, mais là, le syndic de copropriété sera créé ad hoc pour pouvoir répondre aux besoins des occupants. Angélique Ferreira. Moi, je me réjouis d'un tel projet parce que je trouve vraiment que c'est important. Où j'avais été un petit peu surprise, c'était effectivement, la photo le montre bien, c'est ce que j'expliquais tout de suite, c'est qu'en fait, le lieu, il est quand même dans une montée. Et que je me dis que pour des personnes âgées, dans tous les cas, je veux dire qu'elles viennent d'un côté ou d'un autre, elle a cette fameuse montée, et je peux vous dire que pour l'avoir fait, c'est quand même pas simple. Et je trouve surprenant qu'ils aient choisi un tel lieu. Alors bon, c'est top, parce que c'est vrai que c'était une dent creuse, et que c'est bien de pouvoir pour pouvoir mettre du bâtiment dedans, mais prendre des personnes âgées, je trouvais ça surprenant en fait. Alors, ce sont des seniors, c'est-à-dire ce sont des seniors qui sont autonomes, qui ne sont pas dépendants. Ouais, enfin quand même, malgré tout, ça reste des seniors. Ouais. Non, mais je sais. Alors, juste une observation, alors ça ce sont en effet des contraintes topographiques pour lesquelles on ne peut pas grand-chose. Sans doute que cette topographie dissuadera certaines personnes d'habiter ici, encore que, parce que quand on est sur place, pour gagner, on est en partie haute ou en partie basse, mais la montée qui permet de rejoindre le plateau de la place du Jardin des Plantes n'est pas si importante que ça. On arrive très vite au niveau du carreau, justement, qui est quasiment au niveau de l'altitude de la place du Jardin des Plantes. Ce que je voudrais signaler quand même sur ce type de projet, aujourd'hui sur Avranches, nous n'avons pas ce type de proposition, hormis encore une fois la Cité d'Automne, mais qui est lié à des conditions sociales particulières. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire communal, on a 3 EHPAD. Le 5 Heures de Marie, l'EHPAD de l'Arcancé et l'établissement de Tonge, situé rue de Verdun, boulevard du Luxembourg. Ces 3 établissements sont très fréquentés, il y a des listes d'attente qui sont importantes, et bien souvent on s'aperçoit que dans les listes d'attente, il y a des personnes qui n'ont pas d'autre solution que de postuler à un établissement de type EHPAD, alors qu'ils n'ont pas une situation physique ou en tout cas des pathologies qui nécessiteraient d'arriver en EHPAD. Donc on est clairement en train de créer un type de résidence intermédiaire qui permet à des personnes qui sont toujours autonomes, malgré un âge avancé, de résider dans un espace, alors avec cette conciergerie qui permet d'avoir un œil sur les résidents. Mais pour des personnes qui sont en pleine santé, en pleine possession de leurs moyens malgré leur grand âge, cette solution, à mon sens, pour Avranches, est particulièrement utile, voire indispensable. Oui, juste. Pardon. Chez De Tonge, il y a, je crois me souvenir, puisqu'on avait été à l'origine du projet, il y a des résidences qui sont autonomes aussi. Oui, oui. Hein, il y a 5 logements. C'est très... Mais c'est sûrement plein, vraisemblablement. Hein. Non, et puis la difficulté d'accès, enfin moi je veux bien, mais c'est pas plus difficile que la ville d'Avranches quand on est à la place de la mairie qu'on monte sur la place Carnot. Hein. Y a-t-il d'autres remarques avant que nous passions au vote? C'est bon pour vous. Donc y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce projet de cession de ce foncier? Pas de vote contre, des abstentions? Pas d'abstention, donc unanimité, je vous remercie. Le point urbanisme suivant porte sur un projet de construction de 7 logements par Manche Habitat
au sein de la cité d'Automne. Voilà. Donc nous retrouvons nos problématiques logement. Donc dans le cadre du développement du logement social, Manche Habitat se dit intéressé par le terrain cadastré AN 498 d'une superficie de 618 m² appartenant à la commune, à la cité d'Automne. Vous pouvez mettre le plan, s'il vous plaît? Donc il prévoit d'y construire 7 logements. Donc vous voyez, c'est l'espace qui est en bleu sur la carte que vous avez sous les yeux. La ville des domaines a fixé une fourchette de 40 à 50 € le mètre carré. Manche Habitat a fait une proposition d'acquisition à titre gratuit, avec engagement de leur part de la prise en charge, bien évidemment, des frais de géomètre, des frais afférents à l'établissement, la rédaction, la publication de l'acte. Par ailleurs, Manche Habitat, dans le cadre de l'opération, s'engage à prendre en charge la réfection de la voirie, l'aménagement d'un trottoir ou d'une bande piétonne au niveau du périmètre extérieur de la parcelle et du futur projet de construction. Donc, si vous voulez, quand on regarde le prix proposé, la surface proposée, l'ampleur des travaux qui seront pris en charge par Manche Habitat, on obtient quelque chose de tout à fait équivalent, c'est-à-dire en gros quelque chose d'entre 25 et 30 000 €. Donc voilà, après avis favorable des commissions urbanisme et travaux, il vous est proposé de céder la parcelle AN 498 d'une surface de 618 m² à Manche Habitat à titre gratuit. Les frais de géomètre et les frais afférents à l'établissement et à la publication de l'acte seront à la charge de Manche Habitat, ainsi que la réfection de la voirie attenante, de l'aménagement d'un trottoir ou d'une bande piétonne. De préciser que la viabilisation du terrain, l'assainissement ou pluvial, l'électricité ou potable sera à la charge de l'acquéreur. De préciser que la vente s'inscrit dans un programme évoqué ci-dessus, d'autoriser Manche Habitat à déposer une demande de permis de construire conformément au programme évoqué ci-dessus, de laisser à Manche Habitat la rédaction de l'acte de vente et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur Vette. Encore une question de situation. La rue que l'on voyait en verticalité sur la photo, c'est la rue du Champ Battu? Oui, c'est ça, c'est la voie qui conduit depuis la rue Division Leclerc. Non, c'est pas la rue du Champ Battu, c'est la rue qui conduit de la cité d'Automne vers la rue Division Leclerc. D'accord, donc c'est de l'autre côté. Oui. Voilà, c'est l'ex-jardin. C'est là où il y avait le petit potager. Non, pas tout le monde en même temps. C'est là où vous aviez le petit jardin partagé devant le foyer. Oui, d'accord. Non, alors, vous n'êtes pas retourné voir parce que le jardin a d'ores et déjà été recréé au nord. C'est vous qui l'exploitez? Non, Jacques. Le jardin, donc, qui se trouve à l'emplacement de la parcelle bleue, a d'ores et déjà été recréé au nord des 2 bâtiments les plus en haut de l'image. Donc on a anticipé et ils ont même été améliorés avec des bacs surélevés pour faciliter le jardinage pour les personnes les moins agiles. Y avez-vous d'autres questions ou observations concernant ce projet? Donc l'idée étant de créer de la mixité, aussi en ramenant des personnes un peu plus jeunes aux côtés des seniors qui habitent la cité d'Automne. En tout cas, c'est le projet qu'on partage avec Manche Habitat et qui est intéressant en termes d'inclusion et de mixité. Donc s'il n'y a pas d'autres questions de remarques, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Je ne vais pas voter. Pour quelle raison? Étant administratrice de Manche Habitat, tu pars pas au vote. Bien, donc y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre. Des abstentions? Il n'y en a pas, donc unanimité, je vous remercie. On passe au point numéro 8, chapitre transition écologique, avec le renouvellement du label territoire engagé pour la nature, et c'est Camille Péché qui rapporte ce point. Oui. Donc le label TEN qu'on a depuis 3 ans, donc on va le renouveler là. Donc le principe du label TEN, il découle de la loi du 8 août 2016 qui a comme objectif d'avoir un objectif de 0 perte nette de biodiversité. Donc il se traduit par un plan biodiversité tous vivants,
et ce qui traduit ensuite sur les territoires par la mise en place d'un APEM, territoire engagé pour la nature, et des actions phares que les collectivités déclinent. Donc quand on parle de collectivités, ça peut être de toutes les tailles et aussi des côtés de communes, c'est plusieurs strates territoriales. Donc le principe à chaque fois, c'est que le projet global de la collectivité pour la diversité s'attache à mobiliser de façon transversale ces différentes compétences, ainsi que l'ensemble des acteurs du territoire. Le dispositif TEN est animé en Normandie par la DREAL, la région, l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne, ainsi que l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Donc entre autres, c'est un accompagnement assez important sur tout ce qui est les enjeux de la ressource en eau, sur lequel on peut être accompagné via le label TEN. Donc la commune d'Avranches souhaite renouveler sa candidature au dispositif TEN et dans ce cadre s'engage, si elle est retenue, à réaliser sous 3 ans un nouveau plan d'action en faveur de la biodiversité. Celui-ci s'exprimera par la mise en œuvre à minima d'une action pour chacun des 3 thèmes suivants du dossier de candidature TEN. Donc le premier thème, c'est améliorer ses connaissances sur l'état de la biodiversité et du territoire, ainsi que prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Donc le projet qui a été mis en lumière, c'est le réaménagement végétalisé des cimetières. Deuxième point est gérer, préserver et restaurer les continuités écologiques, les milieux naturels et la biodiversité locale. Donc l'enjeu est entre autres de favoriser tout ce qui est installation de la faune avec des nichoirs, des gîtes, tout particulièrement en prenant en compte cela dans tout ce qui est rénovation. Et ensuite, mobiliser les acteurs du territoire sur les sujets en lien avec la biodiversité, avec l'enjeu de fournir un document assez complet et autour de l'arbre, tout particulièrement dans les questions d'adaptation des arbres au regard des ampleurs climatiques qu'on pourra avoir dans les prochaines années. Donc de ce fait, en candidatant à territoire engagé pour la nature, la ville d'Avranches adhère aux défis et aux objectifs opérationnels de la stratégie régionale pour la biodiversité, Normandie 2030, s'engage à promouvoir la SNB et ses modalités d'application auprès de nos partenaires et de nos collaborateurs, s'engage à mettre en œuvre des actions concrètes pour atteindre les objectifs opérationnels de la SNB, accepte de figurer sur la liste publique les acteurs qui agissent dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité Normandie 2030. Donc les projets proposés sont, comme cité avant, le réaménagement végétalisé des cimetières, l'installation des nichoirs gîtes pour la faune sauvage et la charte de l'arbre. L'obtention de la reconnaissance TEN validera la qualité de l'engagement de la commune d'Avranches concernant la prise en compte de la biodiversité dans ses différentes politiques publiques. Voilà. Et donc, l'enjeu est là de voter la candidature de la commune à la démarche territoire engagé pour la nature pour ces 3 nouvelles années et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Merci Camille. Donc il me semble que la question de la biodiversité dans nos villes ne se pose plus, c'est-à-dire que c'est devenu et c'est considéré par beaucoup de nos concitoyens comme une priorité. Nos PLUI en témoignent, puisque une attention toute particulière est portée justement au maintien, cette sauvegarde de la biodiversité dans nos univers que l'on qualifie d'urbains. Et pour ne parler que d'ornithologie, on sait bien que nos villes constituent aussi de vrais refuges pour cette faune qui est bien souvent en milieu rural largement menacée du fait de différents phénomènes. Donc je pense qu'en effet, l'engagement de la commune dans ce label, dans cette politique de territoire engagé pour la nature est une très bonne chose. Ça nous amène aussi à penser différemment nos aménagements urbains. On voit bien avec la désimperméabilisation, la plantation de végétaux et notamment d'arbres dans nos quartiers. Nous agissons aussi en faveur de cette biodiversité. Avez-vous besoin de précision ou faites-vous des observations à faire concernant ce renouvellement de candidature? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petites précisions sur la charte de l'arbre? C'est quoi cette charte? Donc le principe, c'est un document qui est... Enfin, c'est surtout un document d'accompagnement. Donc on a appelé charte parce que l'enjeu est
de pouvoir un minima porter un engagement via la ville. Et entre autres, c'est dans un contexte où les végétaux, dont les arbres, on sait qu'actuellement on est dans une phase de transition où les arbres qu'on utilise actuellement n'ont pas forcément tous résisté aux amplitudes de température. En même temps, ceux qui nous arrivent du sud ne résistent pas forcément non plus, par exemple, aux températures les plus basses qu'on a chez nous. En fait, c'est tout un enjeu de savoir dans 10, 20, 30 ans, quels arbres seront les arbres les plus adaptés au climat qu'on aura. Et les agents du service espace vert avec lesquels nous discutons au quotidien sont les premiers à nous alerter sur des signaux de faiblesse que manifestent certains arbres dans l'espace public. Jardin des plantes, par exemple. On voit des arbres qui commencent à souffrir très fortement. Je laisserai la parole à François Saint-James, qui en est un spécialiste, et qui nous invite à réfléchir, en remplacement de ces arbres qui sont toujours là, mais qui un jour ne le sont plus, à de nouvelles essences mieux adaptées à ces variations climatiques. François, est-ce que tu veux nous dire un mot? Oui, effectivement, et on a tous vu un certain nombre d'arbres qu'on a dû malheureusement abattre parce que les maladies cryptogamiques se développent aujourd'hui. Je ne parle pas des insectes sur les pins et autres. Et c'est vrai que c'est une réflexion qui dépasse la ville d'Avranches. C'est une réflexion qui est aujourd'hui portée par tous les acteurs du monde végétal. La maladie du buis, par exemple, une maladie relativement récente et catastrophique pour certaines propriétés. Bon, on a dû abattre un certain nombre d'arbres à Avranches. Le diagnostic qui avait été fait il y a quelques années par les eaux et forêts nous avait alertés. Et il faut s'attendre, malheureusement, à abattre encore des arbres parce que les règles sanitaires l'imposent. Donc en tout cas, avoir cette réflexion est aujourd'hui indispensable. Avez-vous d'autres questions, remarques sur cette candidature ? C'est bon pour vous, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui sont opposées à cette proposition? Pas d'opposition. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité. Nous abordons le point 9, qui est un point culture et patrimoine, qui va être rapporté par Annie Parent. C'est une propos d'adhésion à la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Oui, en effet. Donc, la Fédération nationale des collectivités pour la culture, ou FNCC, regroupe des régions, des départements, des EPCI et des communes. Il y en a 450 au total, portant un intérêt particulier aux questions culturelles. Cette fédération permet de s'inscrire dans un réseau pluraliste de collectivités représentées par leurs élus, de partager des initiatives et découvrir d'autres expériences, de s'informer sur l'actualité culturelle nationale et locale, de se former à l'ensemble des enjeux et des politiques culturelles, de faire rayonner son territoire, sa ville, son village, faire entendre sa voix, la voix des collectivités territoriales au plan national, de contribuer à l'évolution des politiques culturelles publiques, favoriser la prise en compte de la dimension culturelle dans les politiques publiques, de promouvoir la diversité de la création artistique et l'inventivité des territoires, de soutenir et valoriser les pratiques culturelles en amateur et associatives. Donc le programme est large et divers. Une charte affirme les valeurs et engagements de ce groupement, donc charte à laquelle que nous devons signer en adhérant à cette fédération. Avranches, développement des actions de conservation du patrimoine, de médiation culturelle, de soutien aux associations culturelles ou de co-construction de projets. Il est proposé une adhésion à la Fédération nationale des collectivités pour la culture dès 2024. Le montant correspond à la tranche supérieure à 10 000 habitants, comprise entre 10 000 et 30 000 habitants, soit 511 €. Après un avis favorable de la Commission Culture, Éducation, Patrimoine, il nous est proposé ce soir d'accepter l'adhésion à la Fédération nationale des collectivités pour la culture et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. Il est précisé évidemment que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2024. Merci Annie. Avez-vous des questions? C'est clair pour vous, donc j'appuie Annie bien évidemment dans ce projet de délibération, enfin dans cette délibération, c'est-à-dire que aujourd'hui il est plus que jamais utile dans un contexte national un peu tourmenté de se fédérer entre communes sur des causes comme celle-ci, puisqu'on le sait bien, en période de vache maigre, pour dire quelque chose, c'est souvent la culture qui sert de variable d'ajustement
Alors, nous faisons partie des communes qui avons la conviction que la culture est un élément fédérateur de nos populations et surtout un vecteur d'émancipation des populations, quelles qu'elles soient, depuis le plus jeune âge, depuis l'école jusqu'aux seniors, en passant par tous nos concitoyens. Donc c'est aussi en se fédérant et en portant une voix au niveau national avec cette fédération, mais aussi avec l'AMF ou d'autres organisations, que nous pouvons continuer à avancer favorablement dans ce domaine culturel. Y a-t-il des remarques, des questions? C'est bon pour vous, pour cette proposition d'adhésion. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus, donc unanimité. Reste à regarder en informations diverses, donc les délégations au maire. Donc selon les articles ordinaires du CGCT, je ne vais pas vous énumérer l'ensemble des décisions qui ont été prises, vous les avez. Si vous avez des questions particulières concernant ces différents points, bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous apporter les éclaircissements utiles. Voilà, pas de questions particulières, pas de remarques, Monsieur Ranchin. J'ai une petite question sur le quartier Saint-Gervais, Monsieur le maire. Pendant les vacances, on a vu des bornes automatiques être implantées. Et j'aurais souhaité savoir si l'implantation de ces bornes avait été faite en concertation avec les commerçants du quartier et si elles étaient uniquement pour le samedi matin ou si elles vont être, j'allais dire, mises en place toute la journée par rapport au quartier. C'est une question qui m'a été posée par les commerçants et pour être honnête, je n'ai pas pu leur répondre. Alors les commerçants, nous les voyons régulièrement, nous les avons encore vus récemment. Concernant les bornes, alors il y a deux bornes. La première se situe à l'entrée de la rue des Chapeliers, au niveau de la médiathèque. Elle sera activée de manière permanente tout au long de la semaine, de façon à répondre à une attente assez ancienne des commerçants, notamment de la rue des Trois-Rois, de piétonisation de la place. Comme vous l'avez vu, dans les aménagements de la place Saint-Anselme, il n'y a plus de circulation possible entre la rue Ormond et la place Saint-Gervais. C'est aujourd'hui une voie entièrement piétonne. Donc, suite à la présentation de ces travaux, il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, aux commerçants, l'idée avait été de pouvoir piétoniser la place Saint-Gervais, qui, il faut l'avouer, est extrêmement dangereuse dans la cohabitation entre piétons et automobilistes. Donc la borne sera néanmoins ouverte en début de matinée, c'est la proposition qui est faite aux commerçants pour des histoires de livraison notamment, et puis chaque résident du quartier, qu'il soit professionnel, donc commerçant ou habitant, disposera d'un badge lui permettant avec son véhicule de décharger des courses ou éventuellement de déménager ou que sais-je. Donc il y aura une flexibilité apportée au fonctionnement de cette borne pour les usagers. Pour la seconde borne, elle sera activée de manière ponctuelle dans un premier temps. Elle sera notamment mise en œuvre lorsqu'il y aura le marché le samedi matin, mais aussi lorsque les commerçants du bout de la rue des Chapeliers organisent leurs manifestations qui sont assez nombreuses. Donc c'est une façon un peu plus, comment dire, un peu plus efficace que de mettre une barrière ou un véhicule bélier en début de rue. Donc il a été convenu avec les habitants que nous les rencontrions bientôt, de manière à valider d'une manière définitive le fonctionnement de ces deux bornes. En tout cas, j'insiste sur le fait que ce n'est pas la ville qui, d'une manière unilatérale, a décidé leur implantation, mais bien le résultat de consultations qui datent un peu, puisque c'était au tout début de la consultation en amont des travaux qui sont en passe d'être finalisés. Voilà. Y a-t-il d'autres questions diverses? C'est bon pour vous tous. Mais écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 novembre. Voilà. Très bonne soirée.